chemin de fer en 1841 qui va entraîner une modification sur la commune, puisque avec le chemin de fer va arriver la création d'une grande gare de triage et des nouveaux métiers liés au chemin de fer, des usines avec des ouvriers et en même temps vont arriver des lotissements, c'est-à-dire les anciennes terres agricoles vont être divisées en petites parcelles et les gens vont venir construire leurs maisons, leurs pavillons, surtout dans les années entre les deux guerres mondiales, 1920-1935. Ici, il y avait plus de 150 hectares agricoles sur le plateau qui va être divisé en 3500 parcelles sur lesquelles les gens vont construire leurs pavillons. Vous comprenez? Je vais vous amener le plateau. Voilà. Pendant très longtemps, le village d'Athis, il était là. À côté, il y a le village de Juvisy. Et là, il y a le village de Mons. Voilà. Pendant très longtemps, agriculture sur le plateau, vignes sur le coteau, et dans la vallée, plutôt des herbages. Et tout ça, ça sert pour les gens qui travaillent sur place, mais aussi pour Paris, parce que toute la banlieue au sud de Paris, elle a servi de grenier à blé, à fourrage, pour la capitale. Alors on emmène les productions par la route royale ou par le fleuve, avec les transports. Alors ça va durer pendant plusieurs siècles. En 1913, on a toujours le plateau, le coteau, la vallée, le village d'Athis, le village de Mons. Mais en 1841, il y a le chemin de fer Paris-Orléans qui va s'installer dans la vallée. Il y a de l'autre côté du fleuve une autre ligne de chemin de fer Paris-Lyon-Marseille qui va être construite et il y a un pont qui va relier les deux. En plus, le train, il va vers Orléans, il va vers Corbeil, il va vers le Midi et se développe vers 1880 une gare de triage de marchandises, des wagons de marchandises. Voilà, c'est pas trop... Vagoni merci. Queste grandi stazioni con molti anche treni merci, no? Quindi dove quindi montano i treni, gli scambi. In Francia ce ne sono. Alors, on peut faire descendre des matières premières du nord et de l'est de la France et on peut faire venir des produits manufacturés ou des produits agricoles du sud. Voilà. Et c'est ici, et dans d'autres communes pas très loin, Villeneuve-Saint-Georges par exemple, il y a comme ça des grosses gares de triage. Et Athis et Mons, qui étaient deux villages où il y avait 5 ou 600 habitants, vont, avec l'arrivée du chemin de fer, progressivement accueillir de nouveaux habitants. Et les nouveaux habitants, ils vont s'installer dans la vallée, auprès de la gare et des usines, ou alors ils vont s'installer auprès de la gare de voyageurs, ici, et sur le coteau, où autrefois il y avait des vignes. La vigne tombe malade en 1860 avec le phylloxéra, plus de vignes. On va petit à petit urbaniser tout le coteau avec plutôt des maisons de campagne en villégiature, des maisons pour les Parisiens qui avaient de l'argent. Vous comprenez? Voilà. Et 1930-35, tout le plateau agricole qui était là le long de la route royale nationale, il va progressivement s'urbaniser
avec des lotissements pavillonnaires, des maisons individuelles. Parce qu'à Paris, le logement coûte cher, il est insalubre et il est dégueulasse. Et puis, on invite les gens à venir s'installer encore à la campagne. On leur fait miroiter que ça sera beaucoup mieux, qu'il y a de l'air frais, des petits oiseaux, etc. Donc les gens vont progressivement s'installer ici du sud vers le nord sur le plateau agricole. On achète une très grande parcelle agricole, on la divise en plusieurs lotissements, on fait des rues. Chaque parcelle elle a 300 à 400 mètres carrés et les gens construisent souvent d'abord un cabanon et puis ensuite un pavillon. Et là, en 1936, à Athis-Mons, il y a 10 000 habitants. Donc ça monte très très vite. Ici, là où on est aujourd'hui, c'est l'ancienne mairie de la commune d'Athis-Mons. Parce que le bâtiment, ici, voilà, il était à mi-chemin entre le village d'Athis et le village de Mons. Et comme la ville s'agrandit, la mairie, elle est trop petite, donc la municipalité va acheter une maison bourgeoise dans le village. Voilà, là il y a la mairie actuelle, une grande maison bourgeoise, et elle achète avec le parc qu'elle va ouvrir au public, parce qu'avant c'était un parc privé, autour d'un camp militaire d'Orly, qui se trouve ici. Et c'est surtout en 1944 que les alliés américains, anglais, vont bombarder tous les endroits où il y a des ponts, des gares, des aérogares, des aéroports, des ports. Et ici, avec la gare de triage, en avril 1944, il y a plusieurs bombardements qui vont détruire 80% du patrimoine ferroviaire et 80% du patrimoine bâti. 280 morts qui vont être enterrés ici au cimetière. Donc, Athis-Mons perd 2000 habitants en 1944-45 parce que les maisons sont cassées. Il faut aller habiter ailleurs et ils vont revenir quand le quartier ici dans la vallée va être reconstruit. HLM. Donc, Affitto moderno. Et il y en a ici sur le plateau, il y en a ici dans la vallée aussi, tout un programme qui est fait ici. Et à Athis-Mons, en 1965-1970, il y a plus de 30 000 habitants. On est revenu en dessous des 30 000 habitants, il y a 29 900 habitants. Et tout le territoire de la commune est urbanisé maintenant, sauf le coteau, avec le parc de la mairie, l'ancien parc du château et un espace vert qui s'appelle le coteau des vignes, où il a fallu y avoir des immeubles qui devaient être construits. Ça n'a jamais été fait. Les jardins non entretenus, les arbres ont commencé à pousser, puis maintenant c'est devenu une petite forêt ici en pleine ville. Et puis le camp militaire d'Orly, l'aéroport d'Orly, après la Deuxième Guerre mondiale, il est décrété aéroport international. Donc une bonne partie des pistes et de l'aérogare vont être installées sur la grande route qui est là. Peu construit, sauf que là il y a des installations aéroportuaires, le contrôle aérien pour les avions. Voilà. Voilà un petit peu comment c'est urbanisé la commune. Mais c'est vrai que ce qui s'est passé ici à Athis-Mons, ça touche aussi beaucoup d'autres villes autour de Paris ou des grandes capitales. Parce que je suppose qu'en Italie, vous avez la même... je ne sais pas comment on dit banlieue en italien. Périphérie. Périphérie, voilà. Ben ça doit être un peu le même système ou la même évolution. Alors, Je crois qu'il y a une différence, parce que périphérie,
c'est hommage du centre, non? C'est tout hommage. Oui. Banlieue, ça dénonce plutôt la recherche d'une identité. Ah ben, moi, Je voudrais vous dire quelque chose sur la philosophie de la banlieue. D'accord. Alors, effectivement, pourquoi est-ce qu'on a appelé cet espace culturel maison de banlieue et d'architecture? C'est parce qu'on n'est pas la capitale, on n'est pas le centre historique, on n'est pas la province, on n'est pas le milieu rural, la campagne, on est cette partie qui s'appelle la banlieue. Alors, des banlieues, il y en a plusieurs, parce qu'il peut y avoir des banlieues très riches, comme il y a des banlieues pauvres. Il y a des banlieues avec uniquement des maisons individuelles, des pavillons, comme il y a des banlieues uniquement ou avec beaucoup de grands ensembles. Ici, c'est un petit peu mélangé. En plus, en banlieue, il y a eu, après, dans les années 1970, 60-70, ce qu'on a appelé des villes nouvelles, c'est-à-dire pour éviter que le développement urbain soit anarchique, l'État a imposé de créer des grandes villes aux quatre coins de la région Île-de-France. Il y a eu Évry, Melun-Senart, Marne-la-Vallée, Saint-Quentin en Yvelines et Cergy-Pontoise. Donc c'est des villes complètement nouvelles qui se sont installées sur des champs de betteraves. Et c'est une autre forme aussi de ville de banlieue. Donc la banlieue, c'est un territoire qui est vraiment hétérogène, complexe, qui a quand même une histoire, et cette histoire, elle n'est pas toujours étudiée, ça fait depuis peu seulement, et elle est quand même pas toujours valorisée. Alors nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'abord en parler, parce que c'est pas parce que l'histoire elle est modeste et simple qu'elle n'existe pas. Il faut en parler, et les habitants... Ça, c'est aussi tous les slogans de la banlieue. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et comme nous, on travaille beaucoup avec les enfants, avec les élèves, les enfants qui habitent ici, c'est des enfants dont les parents sont venus travailler ou habiter d'un petit peu partout. Italien. Dont les Italiens. Mais l'histoire de la banlieue, c'est l'histoire je dirais, c'est une histoire coloniale, parce que le terrain, il a été colonisé par des vagues d'urbanisation et des vagues de peuplement. Et à chaque fois, entre les deux guerres, c'est le pavillon, surtout des gens qui venaient de Paris ou de la province. Avec le chemin de fer, il y a beaucoup de gens qui viennent de la province travailler à la capitale. Et après la Deuxième Guerre mondiale, c'est soit des Français originaires d'Algérie, après la fin de l'indépendance, des colonies, anciennes colonies françaises, soit des travailleurs immigrés nord-africains, enfin portugais, nord-africains, qui sont venus travailler ici. Et maintenant, il y a des Africains d'Afrique noire, il y a des personnes qui viennent d'Asie du Sud-Est, et tout ça, ça fait la population des villes actuelles. Les habitants ici, ce n'est pas les descendants des premiers agriculteurs du coin. Alors ça, il faut en parler aussi avec les enfants, parce que c'est vrai que ces enfants, ils viennent d'un peu partout, et ça nous semble important de travailler un peu sur les origines. Voilà. Je ne sais pas qui c'est qui passe, là, c'est ma collègue. Attendez. Nous, on travaille avec les élèves. Il y a eu Pâté. Quand ils ont travaillé sur la ville, c'était plutôt des décors comme le théâtre, c'est-à-dire des décors peints, des décors en toile. Et puis, à d'autres moments, on a carrément, avec le biais des architectes, construit des fausses villes en décor, ou à d'autres périodes, on a pu carrément utiliser des décors naturels. Ça dépendait des années, des périodes, etc. Jusqu'à l'utilisation de l'informatique et des décors numériques, puisque maintenant certains films sont faits quasiment virtuellement avec des décors numériques.
Et il y a un film qui s'appelle Le cinquième élément. C'est une ville imaginaire qui a été faite à partir de planches de bande dessinée, mais qui est complètement imaginaire. Donc, retracer un peu brièvement l'histoire de l'évolution de la ville dans les films. Donc c'est un petit peu tout ça. Alors on prépare un questionnaire pour les visites scolaires, on prépare un questionnaire pour les enfants, et puis ils viennent là, ils travaillent avec leurs enseignants. Voilà. Et puis on est sinon l'association des adhérents, c'est-à-dire des personnes qui nous soutiennent, qui payent une cotisation, mais ce n'est pas ça qui fait vivre l'association, c'est parce qu'il y a des subventions qui viennent de la communauté de communes. C'est un regroupement de plusieurs communes, les Portes de l'Essonne, ici, des subventions du département, le Conseil général de l'Essonne, des subventions aussi du ministère de la Culture, la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles. Voilà. Et comme on bosse beaucoup avec les écoles, notamment dans des quartiers un peu en difficulté, il y a en France ce qu'on appelle la politique de la ville, qui permet d'avoir aussi des petites subventions pour... mais on n'est pas nombreux, on est 2,5. 2 personnes et demie. Et il y a moi qui suis directeur, mais il y a une collègue qui est animatrice, et puis une collègue à temps partiel qui est documentaliste. Et sinon, on peut embaucher de façon durée déterminée des chargés de mission sur telle ou telle, sur une étude ou sur... Voilà, mais petite surface, grand accueil. Voilà. De réaliser des petits films à partir d'archives familiales amateurs. Alors, je ne sais pas si vous disposez de combien de temps là. Parce que je peux vous passer la cassette, c'est sur l'évolution des quartiers ici entre 1947 et 1977. Alors on peut c'est une cassette VHS, hein. Oui, ça fait pas longtemps. Pas trop longtemps. Pour réaliser son travelling, le cinéaste amateur M. Rivière filme installé dans un des wagonnets du chantier. Vous êtes enseignant? Non. Ah non, étudiant? D'accord. Vous êtes étudiante? Correcto. Super. Ok. Je ne sais pas ce qui traîne. C'est à l'ouest de Paris? C'est pas loin. Ah, mais ça. Donc on ne peut pas connaître toutes les villes. Donc c'est plus diversifié. E qui sono una grande colonna, fatto più areata, meno densa, quello che sentiamo che sul Parigi è molto densa, però so che bisogna di vita media. Laotien, cambodgien, et puis c'est tout, mais il n'y a plus d'Italiens. Les Italiens maintenant sont intégrés, ils avaient des immigrés chez eux. Et puis au Portugal, ça va. Basta due Alors, je peux vous laisser ça si vous voulez. Oui. Ça, c'est les différents plans d'Addismont. Je vais vous laisser un cahier sur la Meulière. Ah, j'ai des cahiers sur du Cabarolo Barrio. Et pour des corps de Valier,
Ma è nuova. Videomessaggio per Renzo Burani. Papà, che palle, papà, lo ma- stereo. stereo, Avevo bisogno di una cosa, di una, lo stereo. Fanno, quanti posti abbiamo liberi sul punto? 11. Non ci stava lo stereo. Beh, tengo a specificare che in realtà i posti liberi sono ben 14 o 15, calcolando anche il posto. Ci per- stavano stava. 70.000 stereo. Ma vedere c'è anche domani mattina. Poi vedere pomeriggio dalle 12:30 alle 8 Ah, non abbiamo lavato i piatti. vabbè. Era dove dormi i tuoi? Qual è il tuo letto, Alice? Devo là nell'angolo. Questo qua. A dicembre mi hanno detto Ah sì? che sarebbe uno dei due almeno. Sì, mi ha detto almeno uno dei due che voleva venire, sì. Volevo buttare, nulla. Perché al mattino, sia giovedì che venerdì mattina sono a lezione. Ciao papà, grazie. Scherzo. Oh ragazzi, grazie a voi, veramente. Ciao papi, la cucina. Ho già visto tutto. Sì, ok. Ho fatto un reportage minimalista. Beh, noi siamo minimalisti. Ma io ce l'avevo a casa, forse la potevo portare. Io ce l'avevo, ma era troppo ingombrante. Forse della macchina. Io. Ah, Lo vuoi? no, vedi, Qui c'è la lavatrice, qui c'è. La vessello, come si chiama? Ma si apre? C'ho la chiave. Papà, la blanche. Papà, la lavatrice, guarda. Oh, ma è ancora accesa. Cavolo, che Brava. cazzo accesa. C'è la roba tua dentro. No, sua. Eh. Ma non stendila, cosa aspetti? Ciao, papà, Maria. Buonanotte papà. Ciao, Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Buone gite. grazie. Mai più gite. Mai più è l'ultima, che diciamo sempre che è l'ultima. Jamais. Un po' come quando andavamo in montagna dicevano, non va bene al mare, poi adesso più in montagna. Au baptême là, quand vous venez. Una fermata. So bene. Entre Maison Blanche et Belleville, le trafic est interdit L'aveva fatto un giapponese. C'era sciopero! Non so che cosa c'era. C'era sciopero nelle prime 4 ore, qualcosa del genere. Noi faremo Russia. Così. Questi uffici qua, senza volete sospelli. Questa prospettiva del portico è che Ma tutto questo complesso era stato uno dei primi complessi, come si potrebbe dire, moderni
fatto nel 1936 per un complesso sociale, fatto nel 1936 per la gente per risorse e poi era stato un modo di fare tutto il passo era previsto con i servizi. Ci sono ancora, c'è la cassa di assicurazione, c'è il nido, c'era la scuola, era tutto previsto così dall'altra parte non l'avete visto, ma ci sono tutti i commerci, tutti i negozi. Dunque era molto moderno questo concetto nella sua concezione. Ma non era finito ancora quando è scoppiata la guerra. Non era ancora terminato, anzi le finestre non c'erano, era ancora da finire. E dunque non era abitato e la polizia e i tedeschi hanno deciso dunque di utilizzare questa zona come campo di raggruppamento, prima per i politici, poi dopo per gli ebrei, i zigani, dunque tutto questo in centro qua c'era la corte principale dove la gente poteva anche camminare un po' e poi c'era tutta un'organizzazione, si dice dove c'è la scala. Ogni scala, Antonio, aiutami. Sì, no, vai tranquillo. Ogni scala, perché c'era un responsabile che era anche uno che era ingegnere e poi si gestivano così ogni settore, ma tutto sulla la responsabilità della polizia francese, perché questo è un gran, come dire, una cosa che rimane sempre nella testa, nel cuore della gente, che non sono soltanto i tedeschi, era anche la polizia molto collaborata, molto. E negli appartamenti non ancora terminati, la gente dormiva. Erano numerosi, molta gente, non so dire, ma ammassati, gli ammalati, i bimbi. E di questo posto hanno incominciato a far partire la gente per Auschwitz in treno, in questi 1000 ogni giorno partivano. Sono partiti 60.000 e sono tornati 3.000. 3.000. E poi tutto questo posto era circondato con i fili, come si dice, barbelés? Reticolati. Reticolati, che la popolazione non poteva venire con i miradori, c'è stato un gran... Dovete perdonarmi, non sono mai andata a scuola a imparare l'italiano. Anche qualche vocabolo francese, dopo noi capiamo. Arrivavano con gli autobus, le prendevano specialmente a Parigi. Quello che è importante è che siamo molto vicini di Parigi e dunque erano tutti ebrei presi nei quartieri degli ebrei in centro di Parigi e poi portati qua. E quando decidevano di farle partire a Auschwitz le prendevano in autobus e li portavano alla stazione
c'erano due stazioni, quella di Le Bourget e un'altra che è quella di Bobigny. E dunque erano ogni vagone come questo, erano 100, in 100, non potevano né stare solo in piedi, quelli che morivano erano calpestati, i vagoni erano piombati, non si potevano aprire, dunque non avevano niente, né da mangiare né da bere, niente. Era tremendo. Io l'ho un po' vissuto, non veramente perché sono ancora un po' troppo giovane. Avevo 4 anni, dunque mi ricordo poco, mi ricordo che si passava sul marciapiede dall'altra parte e la mamma diceva non guardare, non fermarsi, non si può, non si deve guardare. Bisogna chiudere gli occhi. Bisogna chiudere gli occhi, io non vedevo, ma insomma era così, era come una, sai come si potrebbe dire, una verruca Un'escrescenza. sul territorio della comuna, di quello che passava qui, nessuno non sapeva veramente. Perché immagino vedere dell'escrescenza. Era veramente. È stato un passato che dopo la guerra è stato un po' occultato, non se ne parlava, rapidamente le case sono state finite e affittate perché c'era una mancanza di appartamenti in modo tremendo dappertutto, dunque era necessario poter impiegare tutti questi appartamenti Anche per dimenticare, ma per c'era accennare. anche fare un luogo di vita in questo luogo di morte, c'era anche quello lì. Poi c'era anche un po' il rimorso di non aver capito veramente quello che era questo campo e quello che erano i campi dove andava questa gente. Possiamo andare un po' più avanti così vediamo. Quale privato e quale pubblico? Qua sono stati internati 100.000, sono partiti 60.000. Più che tutt'altro è stato Aveva un potere che era fu una disposizione unica, non è che si differenziasse. Non c'era più la ci sono migliaia di atti di morte fuori del territorio che non si sa dove è morto precisamente e come. Il atto di morte deve essere fatto all'ultimo posto dove è stato visto ancora in vita. Dunque così a Drancy, allo stato civile, ci sono migliaia di atti di morte per questo. Possiamo andare un po' avanti. Costruiti dopo, anche ritenuti. Questo è stato un vagone che è passato dalla società via francese, uno degli unici che sono rimasti in questa epoca in legno. Normalmente vedete che gli uomini in piedi, se sono soldati per esempio, se ne mette 40. E ne mettevano 100. 40 persone, 8 cavalli, 40 persone. Non è da 100. Ce li facevano stare 100, stavano in piedi. In piedi, Schiacciati, per forza. No, il viaggio
durava quello che mi ricordo. Delle giornate? 3 uomini. 3 giorni. Per andare a Auschwitz. Andati lì, molti, diciamo, e poi dopo i vecchi. Poi d'estate col caldo, chissà come facevano. Sì. Soffocavano. Non c'era D'inverno gelavano. poi non c'era niente per le zone. A Treblinka, non di qua perché Treblinka era in Polonia. E, avevano una stazione che era falsa. Sì. Era falsa, non era, e la gente non capiva, non erano spaventati. Sì. Perché Per tranquillizzarli. sì, pensavano di andare a A lavorare. lavorare, cioè, in un campo, ma lavorare. Ecco, Sì, sì. Era un tranello, diciamo, una trappola. possiamo andare ancora. Puoi andare nei luoghi di parcheggio. Ti racconta È la città del ferro, Quella. perché è una città nuova, un tempo fa che Che è era gemellata nuova, con... gemellata con Drancy Drancy. e molto industriale. Ah, Comunque è stata battezzata la città del ferro, Eisen, che è il ferro, Sì, sì. l'acciaio, Acciaio. l'acciaio, Eisenhüttenstadt, la città Ah, è una città, dell'acciaio. è una città. Questo monumento è stato fatto in 94 per i 50 anni della liberazione da uno scultore giudeo che è molto simbolico perché noi non lo possiamo veramente capire perché utilizza l'alfabeto, come si dice, ebraico. Ecco, queste forme segnano nello stesso tempo la gente che è morta, ma anche certe parole che non la posso spiegare perché non sono tempo. E questo può essere molto importante anche per i nostri tempi, perché è in questo posto, veramente qua, davanti a questo monumento, che i vescovi francesi hanno chiesto perdono per il loro silenzio durante la guerra. La Chiesa che non ha detto niente su questi crimini, questi fatti, che non ha protestato. E dunque, 70 anni dopo, è successo anni fa, i vescovi sono venuti e hanno fatto le dichiarazioni per chiedere perdono in nome della Chiesa francese. Ma anche il Papa. Molto più tardi. Ma dopo? Però L'évêque de Saint-Denis, era moderna e aveva detto che questo Peta. non si ripeta, ma anche perché una pagina possa essere chiusa, questo deve essere fatto. Ecco, finora, come ho detto, c'è sempre stato quel silenzio. Anche a Drancy il municipio non faceva nulla. Basta, tutti pianteremo. Dunque, non solamente non si può più cambiare, perché abbiamo visto che le finestre, le porte,
no, poi l'associazione che ho visto. Donc ce sera sur le deuxième quinzaine de novembre 17, d'accord. Lancer la maquette de préparation d'édition. Je suis vraiment interloquée par les textes. Parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on n'aborde pas à l'école. Par exemple, le décret-loi sur la révision de naturalisation, politique comme ça. Ces informations, les a. Ah mais là, justement, parce que ce qu'on a essayé, on peut expliquer un peu pourquoi un beau matin, on s'est retrouvé à une boulevard de par là-bas, on décidait que les gens... Quindi erano tutti chiusi dentro un processus, e lì giravano, une évolution, camminavano nel cortile. Si on était totalement volontiers par parler des gens Comme vous dites, on n'est pas dans la situation. Je ne sais pas comment on réagit. Nous, on se dit comment les gens ont été manipulés comme ça, ont adhéré à ça. Aujourd'hui, ça ne paraît pas possible. Alors c'est sûr qu'on a maintenant des moyens pour pouvoir nous rappeler les populations en disant attention, vous savez ce qui s'est passé. Mais je pense que chaque individu il est influençable. Ici, il y a des montrements qui arrivent. À la fin, il faut. On arrive même à la fin. Qu'il n'y a plus de jeu. Perché continuare a fare la perché non basta, cioè questo questo tipo di Ce qui veut dire que ce gars-là, voilà, c'est une. Ils sont tellement conditionnés, pour eux, c'est inimaginable jusqu'au bout, jusqu'à faire pour le boulot, et pour le fait, ils pensent, ils ont le plan en place. Lo compro di sicuro. Bello anche quello, solo compriamo un po' di pizza. Sì, ma tu sei costretto. No, mi sto divertendo. Tipo, ci sta registrando? Sì? Mi sono persa tipo 10 cartoni. C'était à l'époque quelque chose de précurseur en matière d'architecture, puisque c'est ici qu'on a construit les premières tours en France. C'était des tours de 14 étages, ça n'existait pas. D'ailleurs, on appelait ça les gratte-ciel, tellement c'était impressionnant pour ce type d'habitat. Et cette cité n'avait jamais été habitée pour un tas de raisons, des raisons de transport, des raisons
de commodité, des raisons de travail aussi. Elle n'avait jamais été habitée jusqu'au moment où elle a été réquisitionnée pour servir de camp d'internement. Ce qui veut dire que tout de suite après la fin de la guerre, il y a une telle crise du logement en France qu'on a besoin de loger des gens. Alors on décide de terminer les appartements, parce que les appartements n'ont jamais été terminés. C'est des salles comme ça, il n'y a pas de fenêtres, c'est brut. On décide de terminer donc, les appartements et de reloger les gens. Donc les gens sont relogés ici à partir de 1947-1948. Dans les années 70, à l'initiative donc, du député maire de l'époque, M. Millès, on procède à la mise en place du mémorial que vous avez pu voir à l'entrée, donc le monument. Comment on dit ? Avete capito finora? Va bene. Qui rappelle, ce monument rappelle donc ce qui s'est passé dans ce lieu. Et puis après, en 88, on décide d'amener le wagon témoin, que vous avez pu voir aussi à l'entrée. Alors c'est un wagon, comme son nom l'indique, qui est témoin, ça veut dire qu'il est là pour rappeler la déportation. Sachant qu'il n'y avait pas de gare à Drancy à l'époque, que les convois partaient de la gare du Bourget, qui s'appelait Drancy à l'époque, mais qu'on appelle maintenant la gare du Bourget, qui est sur le RER, de 1942 à 1943, et de 1943 à 1944, les gens partent à destination de Schwytz à partir d'une autre gare qu'on appelle actuellement l'ancienne gare de Bobigny. En 1989, il y a un certain nombre de personnes qui sont originaires de Drancy, qui se disent, bon, mais il n'y a rien pour expliquer aux jeunes de ce qui s'est passé, et ils décident de créer une petite association qui s'appelle le Conservatoire historique du camp de Drancy, qui a pu réussir, grâce à l'aide de la municipalité, à obtenir ce local. Et puis, depuis 12 ans, on reçoit des jeunes, principalement des jeunes, ici. On leur explique ce qui s'est passé, on leur montre un petit film, et puis on les met en présence de ce qu'on appelle nous les témoins, qui sont d'anciens internés déportés. Alors, pour vous dire, en moyenne, on reçoit, il y a certaines années, on a reçu près de 5000 jeunes pendant l'année scolaire. Bon, mais ça, c'est les années où, je veux dire, il y a une sensibilisation beaucoup plus importante que d'autres sur l'internement. Alors, je m'explique pourquoi il y a des années où on parle plus de l'internement que d'autres. Bon, il suffit simplement, par exemple, qu'il y ait le procès Maurice Papon. Donc, automatiquement, les journaux parlent de Papon. Pourquoi on parle de Papon? On ne peut pas parler de Papon sans savoir ce qui s'est passé dans cette époque-là. Donc, les journalistes viennent, les journalistes, les télévisions viennent, on filme et tout ça. Et les jeunes s'intéressent à ce qui s'est passé. L'année d'après, c'est malheureux à dire, mais s'il n'y a pas un procès important ou un événement important, on y pense moins. Il y a eu donc les élections présidentielles de l'année dernière, où on a retrouvé au deuxième tour de l'élection présidentielle M. Jean-Marie Le Pen. Bon, et là, il y a beaucoup de jeunes qui sont venus nous voir en disant, mais attention, qu'est-ce qui va se passer si M. Le Pen arrive président de la République? Ils voulaient savoir quels étaient éventuellement les risques qu'il y avait pour eux. Donc je veux dire qu'il y a des années qui sont plus fortes que d'autres au niveau de notre fréquentation. Il faut savoir aussi que cette cité donc, est habitée depuis 60 ans, mais elle n'était pas reconnue comme lieu historique. Alors pour être reconnue comme lieu historique, il faut qu'elle soit, comme on dit dans le droit administratif français, il faut qu'elle soit inscrite au répertoire des bâtiments historiques. Ça veut dire qu'on reconnaît officiellement que ce lieu a servi de lieu d'emprisonnement pour des juifs. Bon. Elle a été reconnue par l'État en 2001, c'est-à-dire près de 60 ans après. On a reconnu que ce lieu avait servi, était un lieu historique important pour la France. Bon. Lorsqu'on a vu les raisons pour lesquelles
lequel on avait classé cette cité au répertoire des bâtiments historiques, nous, on a fait un bond. Pourquoi? Parce qu'il était marqué qu'on classait la cité de la Muette en fonction de l'intérêt architectural qu'elle représentait. Point à la ligne. Ça veut dire qu'on reconnaissait que c'était un bâtiment important parce que ça avait été les premières tours construites en France. Mais ce qui s'était passé entre 41 et 44, si classé a partir dell'architettura. essentiellement à partir de l'architecture. Sto classificato quindi importante che non per quello che Terrible. non per gli usi che ne hanno fatti. Alors, bon, nous, on a encore, une fois de plus, on a encore bougé. On a dit, mais attendez, mais c'est scandaleux. Il y a eu 80 000 personnes qui ont été enfermées ici, 63 000 qui sont partis, déportés, tout ce qui s'ensuit. Et c'est pas une raison suffisante. Bon, on nous a dit, bon, écoutez, pour vous, il y a une chose qui est importante, c'est que ce soit classé. Bon, on veut bien rajouter une petite phrase, mais c'est pas ça le plus important. Ils l'ont quand même rajouté, la phrase. Par rapport à l'histoire. Ils l'ont rajouté, mais c'est vraiment. On a aggiunto una. C'est important pour les destinations futures quand même. Bien entendu. Ça, alors, je ne mets pas en doute l'intérêt architectural. C'est vrai. Enfin, par rapport aux jeunes générations. Les tours ont disparu, alors. Voilà. Et par rapport aux générations, ce qui me paraît le plus important, c'est ce qui s'est passé. Sì, perché ha spiegato che la novità era quella delle torri, 14 piani, primi fatti in Francia ma anche in Europa, perché queste torri erano piuttosto in America, in Europa non esistevano. Ma adesso le torri non esistono più, sono state buttate giù e dunque hanno classificato questo centro importante di memoria per l'interesse architetturale che non esiste più. Quello lì è il paradosso e niente sulla storia di questo. Allora hanno detto che vi importa, dal momento che è classificato come monumento storico, basta, ma non basta. Alors concrètement, bon, ça a changé quoi pour nous? Pas pour la cité, ça ne change pas grand-chose. Simplement, on a classé les façades, les cages d'escalier, la cour intérieure, les toitures et les sous-sols. Ce qui veut dire que si demain le propriétaire décide de refaire peindre, bon, il ne peut plus, il faut demander l'autorisation à l'État. C'est tout ce que ça a changé, c'est que la cité est protégée, on ne peut plus la dégrader. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Je crois déjà qu'il fallait remettre en état, dans l'ancien état, les façades, retirer les fenêtres. Bon, ce qui s'est passé effectivement, c'est que c'est des petits logements. Ce sont des studios IDF2. Bon, c'est. Due camere, o studio, una camera o due camere. C'est, je crois, une des cités où les loyers sont pratiquement le moins cher du département. Bon. Ce qui veut dire qu'ici, il y a des familles, mais il y a très peu d'enfants. Parce que dans un studio 1-2, quand la famille s'agrandit, il n'y a plus assez de place, donc on s'en va jeter ailleurs. Bon, donc on a logé donc les gens ici, et puis d'un seul coup, on leur a dit, bon, maintenant que c'est classé, on va réfléchir un petit peu pour que ce lieu redevienne un lieu de mémoire. C'est-à-dire qu'on va faire des musées, on va faire ci, on va faire ça. Bon. Les gens qui habitent ici disent, attendez, nous, on n'a pas demandé à venir ici. On nous a donné cet appartement-là, on est bien. C'est vrai que c'est pas trop désagréable, bon, c'est sympathique, pourquoi on s'en irait? Donc on est arrivé à une sorte de conflit. Bon, alors, la grosse question qu'on se pose, mais je crois qu'on se la posera encore pendant très longtemps, et moi je serai probablement peu là pour avoir la réponse, c'est comment peut-on arriver à préserver la mémoire de ce lieu avec le fait que ce soit un lieu habité. Bon, on ne peut pas. Alors, il y a certaines personnes importantes au niveau national, dont je dirais non, on dit qu'il faut vider la cité de ses habitants, on va faire un immense lieu de mémoire. Non, c'est idiot. Il y a 60 ans que les gens vivent ici. On ne peut pas non plus effacer 60 ans de vie. Parce que ce serait un petit peu aller à l'opposé, nous, des thèses qu'on défend.
C'est-à-dire que nous, on se bat pour que la mémoire ne disparaisse pas. Alors, la mémoire de ces gens pendant 60 ans, elle vaut n'importe quelle autre mémoire. On n'a pas le droit non plus de l'écarter pour faire revenir la mémoire de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. On ne peut pas revenir en 1944. Ah, on ne peut pas, c'est pas possible. Bon, alors les gens disent oui, mais Auschwitz. Attendez, Auschwitz, jusqu'à nouvel ordre, n'a jamais été habité. Bon, Auschwitz est resté dans l'État. Alors qu'on fasse un lieu de mémoire à Auschwitz, un lieu de mémoire fort, ça me paraît normal, mais ici on ne peut pas faire machine arrière. Alors, on essaye malgré tout. Bon, c'est vrai qu'on voudrait bien avoir aussi des locaux un peu plus grands. Bon, c'est indispensable. Voilà, on essaye. Bon, là, vous êtes le premier groupe qui venait depuis qu'on a rouvert. On a rouvert hier. On a refait tout. Voilà, vous êtes les premiers. On a refait les peintures, on a fait l'éclairage, on a fait un peu tout ça. Bon, donc on essaye malgré tout de maintenir avec beaucoup de difficultés. C'est vraiment mieux. Voilà, oui. C'est mieux. Oui, enfin, bon, mieux. Vous avez connu l'ancienne version. Bon. Mais ça, je crois que c'est significatif justement du malaise qui règne notamment en France au sujet de la mémoire. C'est-à-dire qu'on veut bien travailler sur la mémoire quand ça ne dérange pas. Mais il y a des sujets qui dérangent. Bon, j'expliquais tout à l'heure aux journalistes qui étaient là, il m'arrive souvent de faire des exposés sur Drancy, à l'étranger, je me déplace et tout ça. Et j'explique dans ma conférence que le camp de Drancy a été libéré en août 1944. Et là, vous avez la plupart des gens qui m'écoutent qui se lèvent en disant ça y est, c'est fini, la conférence est finie. Je dis non, elle n'est pas finie cette conférence, parce que de août 1944 jusqu'à février 1945, le camp a été utilisé comme lieu d'internement pour des collaborateurs, notamment des gendarmes qui gardaient le camp, gendarmes français, dans l'attente d'un procès. Alors vous avez des gens qui disent ça ne nous intéresse pas. Si, ça vous intéresse, parce que ça fait partie aussi de l'histoire. On ne peut pas dire l'histoire du camp de Drancy s'est arrêtée en août, c'est pas vrai. Bon. Alors, il y a eu des collaborateurs qui ont été internés ici, il y a eu un procès qui a eu lieu, il y a eu des peines qui ont été prononcées, mais qui sont ridicules par rapport à ce que ces gens l'avaient fait. Enfin bon, moi je ne suis pas là pour les juger une deuxième fois. Bon. Et puis, on a dit, bon, maintenant on oublie tout ça. Et quand je suis, moi, arrivé ici en 99, j'ai demandé à voir les minutes, c'est-à-dire le compte-rendu des procès qui a eu lieu en 1945. Et on m'a dit, monsieur, secret défense. Ha chiesto quindi di acquisire i processi di gendarmi, diciamo, gli atti dei processi, no? E gli atti dei processi non glieli hanno dati, cioè del segreto di Stato. Sì, lui ha chiesto di acquisire questi atti. Verso i gendarmi, allora, lui ha detto che dal 44 al 45 il campo, perché lo dico perché non hanno capito, il campo è stato utilizzato come luogo di economia per i collaboratori, per le gendarmerie che hanno collaborato con la Repubblica di Vichy. E lui ha chiesto di acquisire per l'appunto gli atti processuali verso questi collaboratori. No? Parce que bon, vous savez que bon, les archives rentrent dans le domaine public, c'est-à-dire sont consultables au bout d'un délai. de l'armée, je crois que c'est 50 ou 60. C'est 60 ans, les archives publiques, c'est 60 ans. Pas toutes, ça dépend lesquelles. Oui, en général. Et l'armée, je crois que c'est 60 ans. Alors, c'est même 100 ans. C'est 100 ans. C'est 100 ans. C'est 100 ans pour l'armée. Tout ce qui est archives publiques, c'est-à-dire les archives qui concernent vous, moi, c'est 60 ans. Vous pouvez les consulter au bout de 60 ans. Tout ce qui concerne l'armée, c'est 100 ans. Mais tout ce qui est classé secret défense, ça veut dire que c'est théoriquement à vie. Il faut que le secret soit levé. Que ce soit le Premier ministre qui vous donne l'autorisation pour avoir le droit d'aller voir ces archives-là. Comme si le fait actuellement de savoir ce qui s'est passé pendant ce procès-là était une menace pour l'État français. Parce que secret défense, ça veut dire qu'on ne veut pas livrer les choses qui risquent de mettre en péril l'État. C'est-à-dire, bon, par exemple, les endroits où on implante des usines nucléaires, des choses comme ça, je veux bien le croire.
Mais en quoi ça va gêner qu'on dise, tiens, tel gendarme a été jugé en 1945 parce qu'il a fait ci ou il a fait ça? Non, il ne faut pas en parler, ça risque de déstabiliser l'État. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a le problème du fichier des Juifs qui a été découvert il y a une dizaine d'années. On a découvert il y a une dizaine d'années le fichier des Juifs qui avait été dressé par l'État français, qui avait fait donc décider que tous les Juifs, posso dire anche in italiano, questo fichier, si dit comment? È stato scoperto nei sottosuoli, si dice così? Il fichier dei giudei è stato scoperto soltanto 10 anni fa, lo voilà, nei locali sotterranei della prefettura di police. Questo lì nessuno sapeva dov'era. Figuratevi se in 50 anni nessuno sapeva dov'era questo casellaio, che forse è più importante in volume che questa sala. È impossibile. In Italia li chiamiamo gli armati della vergogna, cioè stessa cosa. Hanno scoperto che c'erano gli armati, no? Che erano girati verso il muro, con dentro quindi tutta la documentazione che quindi riguarda le stragi fatte in Italia, no? Quindi durante la guerra. C'è stata una volontà di non assumere tutta questa parte vergognosa della nostra storia. Sul campo in generale sul trattamento dei treni. Déporté de Drancy o da Le fichier des déportés de Drancy, il a été confié, è stato consegnato a un'altra associazione che è molto più importante che questa, che ha molto peso e che ha il suo centro a Parigi. Vous racontez peut-être, si vous avez le temps, une petite anecdote qui est aussi très importante. Bon, vous connaissez le camp de Rivesaltes. Rivesaltes. Ne connaît pas. Ah bon? Alors, dans les Rivesaltes, dans le sud, Pyrénées-Orientales. Bon, le Rivesaltes, c'est un camp qui a servi, qui a été construit en 1939. Il a été construit par les réfugiés espagnols. Il a servi de camp d'internement pour les Espagnols, après la retirada. Il a servi après de camp d'internement pour les Juifs et les Tziganes. Il a servi après de camp, non, plus internement, on dit d'hébergement pour les Harkis. Bon, et la particularité de ce camp, c'est qu'il fonctionne encore. Bon, c'est un camp de rétention des étrangers. Questo caso è un po' come Fossoli, ve ne ho parlato sul pullman, quindi in più dice che Rivesaltes in questo momento è un cosiddetto CPT, ci sono anche in Emilia, ci sono presenze temporanee, quindi questa contraddizione anche nel termine. Per cui è ancora usato per immigrati questo. Voilà, c'est comme si on enfermait encore si on enfermait ici à Drancy des étrangers parce qu'ils sont pas papiers. C'est quelque chose qui c'erano le donne, complètement arrivé ici. On avait des femmes à Rivesaltes, quoi, non? Il y avait des femmes, il y avait des particolari. Bon, alors, ça c'est encore une autre histoire. Simplement que les archives du camp de Rivesaltes étaient Pyrénées-Orientales. Les archives du camp de Rivesaltes étaient perdues. Je ne savais pas où elles étaient. Et puis, un beau matin, on retrouve les archives du camp dans les poubelles. Quelqu'un qui avait fait des travaux dans sa maison. Quelqu'un qui a fait des travaux dans sa maison, il a trouvé des documents, alors ça n'a pas d'importance, il a pris les documents, il les a mis dans la poubelle en se disant, bon, ça me fera de la place. Quelqu'un récupère les documents, mais il se dit, mais ça a une valeur énorme. C'est tout le fichier des gens qui ont été internés à Rivesaltes. Et cette personne va voir un journaliste, dit, je viens de trouver quelque chose d'extraordinaire, c'est le fichier de l'histoire de Rivesaltes. Bon. On est en 97, on est à quelques mois des élections. 1987. On est à quelques mois des élections législatives en France. Bon. Dans ces archives, il y a des noms des gens qui ont gardé le camp. Et les gens qui ont gardé le camp, il y en a encore qui sont vivants.
ils ont des enfants. On décide, le préfet de l'époque se dit, 2 mois avant les élections, c'est une catastrophe, parce qu'il y a un certain nombre de notables qui vont être... des notables a livello territoriale. Voilà, les Pyrénées-Orientales qui vont Che être... c'erano nomi. Voilà. Del contatto. Donc on décide de poursuivre la brave personne qui avait trouvé les archives dans une poubelle. On le poursuit en justice, l'État poursuit en justice pour recel de documents volés. È stato precisato quello che ha dato i documenti. Et il a eu beaucoup de chance, il a évité la prison. L'hanno messo in giustizia come motivo che lui aveva mantenuto segreti questi documenti come documenti rubati. Dunque è lui che è stato... Fatto l'indebita sarebbe. E poi... Lui che era stato... È lui che è l'unico a avere... Mi dispiace, devo andare. No, ma anche noi. Il y a peut-être pas d'image? Bah non, il n'y a pas d'image ancora. Non ci sono foto, perché numeri di queste foto sono propaganda nazista. Beaucoup de ces photos ont été prises par les Allemands eux-mêmes. Nessuno ha pensato a fotografare la liberazione. Alors, les photos, beaucoup ont été prises par la propagande allemande. Beaucoup ont été prises par la Croix-Rouge. C'est très important aussi ça. La Croix-Rouge venait pour faire des photos du camp, parce que le rôle de la Croix-Rouge, c'est de témoigner quand même que les prisonniers ne sont pas trop malheureux. Et ils faisaient des photos de prisonniers qui sont tellement, je veux dire, presque en forme. Regardez derrière, vous voyez une photo avec un gars qui pose avec un balai là. Bon. Militare. En pleine forme et tout. Ce qui veut dire que ces photos-là sont utilisées par les Allemands pour dire ce qui se passe à Nancy, c'est pas grave. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que la Croix-Rouge est d'accord? No, io dicevo che nessun partigiano ha pensato Ça, c'est la question. della liberazione. On n'est pas sûr d'avoir la réponse. Va bene, grazie. Ah, ma ormai questa macchina fa i miracoli. Che pellicola è? Cos'è che è? Un? Des fonctionnaires, donc Mi saperci. Voilà, toujours. Mais Charlatan. après, toujours au GMF, donc uniquement mutuelle des fonctionnaires, donc ça restait dans quelque chose de très mutuel. Solo che è la lingua originale. Beh, forse una No. Si deve fare che in Italia sia tutto. Massimo. Avete comprato qualcosa?